On l'imagine en déesse parfaite, en smoking masculin, cigarette à la main. Mais si je vous disais que cette femme n'a jamais existé? Pour ses célèbres pommettes creuses, elle s'est arrachée des dents saines. Pour une jeunesse éternelle, elle tirait sa peau avec du ruban médical jusqu'au sang. Elle portait une ampoule de cyanure sur elle, rejetait Hitler et collectionnait les amants géniaux. Mais au final, elle s'est volontairement enfermée dans un appartement parisien pendant 12 longues années. L'icône du style mourait dans l'obscurité totale, faisant ses besoins dans des bocaux au milieu des ordures pour que le monde ne la voie pas vieillir. Aujourd'hui, nous allons dévoiler l'illusion la plus cruelle du XXe siècle et découvrir comment Marlène Dietrich a tué un être vivant pour devenir un mythe immortel. Ce que vous voyez sur les photos en noir et blanc, un profil impeccable, un regard froid sous des paupières de mi-closes, la fumée de cigarette enveloppant un smoking masculin, ce n'est pas une personne, c'est peut-être l'illusion optique la plus complexe et cruelle du XXe siècle. Vous avez ouvert cette vidéo parce que vous connaissez la légende. Vous avez entendu parler de l'Ange Bleu, de ses liaisons avec Remarque et Hemingway, de ses chansons qui faisaient pleurer les soldats des deux côtés du front. Mais vous n'êtes pas ici pour ça. Vous êtes ici pour connaître le prix. Parce que derrière cette façade de orchidée d'acier se cache une histoire de répression monstrueuse. Nous n'allons pas réciter Wikipédia. À la place, nous allons démonter le mécanisme de cette invention. Nous allons analyser comment une jeune Allemande, Maria Magdalena, s'est froidement supprimée pour laisser place à une déesse qui ne vieillit pas, ne ressent pas la douleur et ne dort jamais. Aujourd'hui, nous répondrons aux questions que les biographes évitent généralement. A-t-elle vraiment utilisé du ruban médical et de la poudre d'or pour sculpter son visage en temps réel? Pourquoi une femme qui avait du pouvoir sur les hommes les plus influents du siècle se qualifiait-elle de garde-malade et est-elle morte dans une solitude absolue? Et surtout, comment la liberté qu'elle défendait avec tant de ferveur est-elle devenue sa prison, une chambre parisienne? Pour assembler ce puzzle, nous avons analysé non seulement ses films, mais aussi les fiches techniques des tournages, les rapports médicaux et ces fameux appels téléphoniques des dernières années, où, clouée au lit, elle continuait à jouer son rôle. Accrochez-vous. Ce n'est pas une success story. C'est un manuel pour assembler un être humain qui a choisi de devenir un symbole immortel, oubliant que les symboles ne savent pas être heureux. Marlène Dietrich a toujours exigé un engagement total de son public. Je demande la même chose, si vous êtes prêt à entendre une histoire sans censure ni vernis, mettez un pouce en l'air. Sinon, fermez simplement cette vidéo. Pour ne pas manquer notre prochaine icône, abonnez-vous et appuyez sur cette fichue cloche. Ici, on parle de ce que les autres taisent. Et encore. Je sais que parmi vous, il y a des experts qui connaissent peut-être la biographie de Dietrich mieux que moi. Je vous invite au dialogue, écrivez dans les commentaires où je me trompe, ce que j'ai omis ou avec quoi vous n'êtes pas d'accord. Je lis tout. Il est important pour moi de savoir ce que vous pensez vraiment de cette femme. Génie ou simple projet? Et maintenant, voyons comment ce projet a été créé. Acte 1. Anatomie d'une déesse. Pour comprendre comment une personne peut devenir prisonnière de sa propre image, il faut remonter au début. Pas au moment de la gloire, mais à l'établi où cette gloire a été forgée. Et le mot « établi » n'est pas une métaphore ici. Regardez les premières photos de Marlène Dietrich, à l'époque où elle s'appelait encore Maria Magdalena, et vous ressentirez un véritable choc cognitif. Vous n'y verrez pas la fleur d'acier. Vous verrez une jeune Allemande rondelette, aux joues des roses, que sa famille appelait affectueusement mais cruellement « la patate ». Elle a des traits doux, une silhouette un peu lourde et une expression de satisfaction bourgeoise. Une femme faite pour avoir des enfants, faire des soupes et jouer du violon dans le salon. Il n'y avait pas de mystère en elle, juste de la biologie. Mais Marlène détestait la biologie. Elle méprisait la nature parce que la nature signifiait la banalité. C'est là qu'entre en scène celui qui deviendra l'architecte de son visage, le réalisateur Joseph von Sternberg. Leur rencontre n'était pas un coup de foudre au sens habituel. C'était la rencontre d'un sculpteur et d'un bloc de marbre parfait. Sternberg a regardé cette patate et lui a dit ce qui aurait détruit n'importe quelle autre actrice. « Tu es grosse et la lumière ne t'aime pas. Mais on va arranger ça. » Et ils ont commencé à arranger ça. Le mythe dit que Marlène Dietrich a maigri grâce à des régimes et à sa volonté. La réalité est bien plus sombre et prosaïque. Il y avait un régime, mais il ne pouvait pas changer la structure osseuse. Et Sternberg avait besoin d'os. Il avait besoin de ces fameuses joues creuses dont on disait qu'on pouvait s'y couper. Comment obtenir des joues creuses quand la nature vous a donné un visage rond? Vous ne pouvez pas simplement les aspirer. Vous devez changer l'anatomie du crâne. Une version persistante, confirmée par de nombreuses sources, dit que Marlène a pris une décision radicale. Elle a fait retirer ses molaires, pas pour des raisons médicales, pas à cause de caries.
Elle a arraché des dents saines pour perturber le soutien naturel des muscles des joues. Sans appui sur les molaires, les tissus mous s'effondrent vers l'intérieur, créant cette ombre dramatique sous les pommettes qui est devenue sa signature. Imaginez le niveau d'obsession. Une jeune femme va volontairement chez le dentiste et demande à se faire arracher des parties de son corps pour mieux paraître en noir et blanc. C'était le premier acte de sacrifice. Maria Magdalena a donné ses dents pour que Marlène puisse naître. Mais l'anatomie n'est que la moitié du travail. L'autre moitié, c'est la lumière. On appelle souvent Marlène Dietrich une grande actrice, mais ce n'est pas tout à fait exact. Elle était une grande ingénieure de la lumière. Elle en savait plus sur la lumière que n'importe quel directeur de la photographie avec qui elle travaillait. Sternberg lui a enseigné la règle principale. La lumière est le pinceau avec lequel nous peignons ton visage par-dessus ton vrai visage. Ils ont mis au point un schéma qui est entré dans les manuels de cinéma sous le nom de Butterfly Light, lumière papillon, mais dans son cas, c'était poussé à l'extrême. La source de lumière principale était toujours placée haut, directement au-dessus de son visage, au centre. Pourquoi ? Pour créer une ombre dure sous le nez, cachant son manque de finesse selon Marlène, et, plus important encore, pour accentuer ses creux artificiels sur les joues. Cela demandait une discipline inhumaine. Sur le plateau, Marlène ne se contentait pas de jouer un rôle. Elle exécutait un tour de force physique complexe. Elle savait que si elle tournait la tête de 2 cm à gauche ou baissait le menton d'1 degré, la magie disparaîtrait. L'ombre tomberait mal, la patate reviendrait et la déesse mourrait. Ses collègues se souvenaient qu'elle pouvait rester immobile pendant des heures pendant qu'on ajustait la lumière. Elle sentait la chaleur du projecteur sur sa peau et pouvait dire au directeur de la photographie « Votre baby, le petit projecteur, a bougé. Réglez le volet ». Et elle avait toujours raison. Elle exigeait qu'un miroir en pied soit toujours placé près de la caméra. Elle ne regardait pas son partenaire de scène, elle regardait son reflet, contrôlant chaque millimètre de son image. C'était un contrôle total. Elle ne faisait confiance à personne d'autre qu'au miroir. Mais le temps passait et la biologie reprenait ses droits. La gravité est l'ennemi de tout ingénieur et Marlène a déclaré la guerre à la gravité. Quand elle a passé la quarantaine, puis la cinquantaine, maintenir l'illusion du visage sculpté est devenu plus difficile. La chirurgie esthétique de l'époque était grossière et risquée. Marlène a choisi une autre voie, mécanique. Elle a inventé ce que les maquilleurs appellent aujourd'hui le Croydon facelift. Mais dans son exécution, c'était un instrument de torture. La méthode était la suivante. Elle prenait de fines mèches de cheveux au niveau des tempes, les enroulait fermement autour de pinces et tirait avec force vers l'arrière, fixant le tout à l'arrière de la tête sous une perruque. La tension était telle que la peau du visage était littéralement tendue sur le crâne, lissant les rides et rehaussant les sourcils. C'était douloureusement atroce. Le cuir chevelu saignait. À force de tirer, les cheveux commençaient à tomber et les migraines devenaient ses compagnes constantes. Mais Marlène ne s'arrêtait pas là. Si la tension des cheveux ne suffisait pas, elle utilisait du sparadrap médical et du scotch, collant la peau derrière les oreilles et sous le menton, cachant ses constructions sous des cols et des foulards. Pensez à ce moment. Le monde entier regardait l'écran et voyait une déesse éternellement jeune, inaccessible, qui chantait l'amour avec un léger sourire. Mais en réalité, devant la caméra se tenait une femme dont la tête éclatait de douleur, dont la peau était tendue à l'extrême par du scotch et qui avait peur de bouger pour que cette construction ne s'effondre pas. Elle a aussi commencé à utiliser de la poudre d'or. Littéralement. Elle commandait des perruques saupoudrées de véritables poussières d'or. Elle pensait que cela créerait à l'écran un effet de halo de lumière émanant de l'intérieur. Elle dépensait des milliers de dollars pour que ses cheveux brillent, parce que l'éclat ordinaire des cheveux lui semblait trop terrestre, trop terne. Et plus elle vieillissait, plus cette préparation prenait du temps. Si dans les années 30, il lui fallait 1 heure de maquillage, dans les années 60, le processus de transformation d'une femme vieillissante en Marlène prenait jusqu'à 6 heures. 6 heures chaque jour devant le miroir, 6 heures de lutte contre la réalité. Elle se modelait comme de l'argile, couche par couche, trait par trait. C'est ici que nous trouvons la clé pour comprendre sa tragédie. Pourquoi est-elle devenue la première victime de sa déesse ? Parce que Marlène Dietrich a cessé d'être une personne. Elle est devenue un projet. Elle traitait son corps non pas comme un temple, mais comme un outil à aiguiser, casser et remodeler pour obtenir un résultat. Et le plus effrayant, c'est qu'elle a elle-même cru que l'image dans le miroir était plus importante que la femme qui regardait ce miroir. Elle a créé un contrat visuel avec le spectateur « Je suis la perfection, je suis l'éternité ». Mais en signant ce contrat, elle n'a pas lu les petites lignes. Tu n'as pas le droit d'être vieille, tu n'as pas le droit d'être fatiguée, tu n'as pas le droit d'être toi-même.
Ce miracle d'ingénierie fonctionnait parfaitement tant qu'elle était sur scène. Mais que se passe-t-il avec une machine parfaite lorsque ses ressources sont épuisées? Que fait le sculpteur quand le marbre commence à s'effriter? Elle ne pouvait pas permettre au monde de voir les fissures. Et cela nous amène à l'étape la plus sombre et paradoxale de sa vie. Au moment où elle a décidé que si elle ne pouvait plus se préparer pour le public, alors le public ne la verrait plus jamais. Acte 2. Enterrée vivante, 12 ans dans un sarcophage. Nous approchons de la porte de l'appartement sur l'avenue Montaigne à Paris. Cette porte qui s'est fermée en 1979 et n'a pas été ouverte aux étrangers pendant les 12 années suivantes. Paris, avenue Montaigne, numéro 12, l'une des adresses les plus prestigieuses au monde. Ici, au cœur du Triangle d'Or, en face de la boutique Dior, où les vitrines crient jeunesse éternelle et luxe, au 4e étage, le temps s'est arrêté en 1979. C'est alors que Marlène Dietrich, la femme dont les jambes étaient assurées pour 1 million de marks, a trébuché. Un accident absurde d'une fracture du col du fémur. Pour une personne ordinaire, c'est un problème médical nécessitant une opération et une réhabilitation. Pour Marlène Dietrich, c'était le signal du montage final. Elle a compris, le corps ne répond plus, l'instrument est cassé, et elle a pris une décision qui semble folle aux yeux du commun des mortels, mais absolument logique si l'on se souvient que nous parlons d'une créatrice de mythes. Elle a décidé de se murer vivante, 12 ans, pensez à cette durée. C'est 4380 jours, autant de temps passé dans une seule pièce, dans un seul lit, presque sans changer de position. Elle a transformé sa chambre en sarcophage, en bunker, où aucun rayon de soleil ne pouvait trahir des rides ou une peau flétrie. Les rideaux étaient détirés hermétiquement. Toujours. La réalité régnant dans cette pièce était choquante. Si vous, spectateur amoureux de l'image de Losange Bleu, y étiez entré, vous auriez vomi. Pas à cause de la vieillesse, mais du contraste. La grande Marlène, symbole d'élégance, gisait sur des draps défraîchis entourés de montagnes de bouteilles d'alcool vides et d'emballages de somnifères. Elle avait pratiquement cessé de se laver. Ce n'était pas juste un abandon de l'hygiène, c'était une forme de protection. Se laver signifie se déshabiller. Se déshabiller signifie se voir. Voir son corps, flétri, vieux, impuissant. Elle ne pouvait pas supporter cette vue. Elle préférait l'odeur de la décomposition à la rencontre avec la réalité. De plus, elle a refusé l'aide des aides-soignantes pour les questions les plus intimes. Pour empêcher les regards étrangers d'atteindre les ruines sacrées, elle utilisait des moyens de fortune. Un détail célèbre souvent omis par les biographes, par pitié, mais nécessaire pour comprendre l'ampleur de son sacrifice. Marlène Dietrich, icône de style, utilisait un simple pot ou une boîte pour faire ses besoins sans quitter le lit. Elle jetait ses récipients sous le lit, transformant l'espace autour d'elle en décharge. Pourquoi? Était-elle devenue folle? Non. Et c'est là tout l'horreur. Son esprit restait aiguisé comme une lame. Elle faisait cela consciemment. Elle a sacrifié sa dignité humaine, son confort et sa propreté pour un seul but. Garder le secret. Personne, absolument personne, ne devait la voir ainsi. Pour le monde extérieur, elle devait rester celle qu'elle était sur pellicule. Et c'est là que l'outil principal de ces dernières années entre en jeu, le téléphone. Si le corps était mort, la voix était vivante. Le téléphone est devenu son seul canal de communication avec le monde, sa station de radio émettant depuis le tombeau. Marlène passait des heures au téléphone. Elle appelait les dirigeants mondiaux, Ronald Reagan, Mikhaïl Gorbatchev, François Mitterrand. Imaginez le surréalisme de cette scène. Une vieille femme en chemise de nuit sale, allongée parmi les restes et les pilules, décroche le combiné et, d'une voix autoritaire, ce même ton d'acier, enseigne au président comment gouverner le monde. Et ils écoutaient. Ils écoutaient parce qu'à l'autre bout du fil, pour eux, ce n'était pas une recluse folle, mais une légende. Elle gérait cet audio-spectacle avec virtuosité. Quand les journalistes l'appelaient, elle activait instantanément Marlène. Elle savait comment moduler sa voix pour qu'elle sonne 30 ans plus jeune. Elle riait de son rire grave caractéristique, racontait des anecdotes sur Hemingway, flirtait. Elle créait l'illusion qu'elle allait raccrocher, enfiler un boa en plumes et se rendre chez Maxim's pour boire du champagne. Mais dès que le combiné était reposé, la magie disparaissait. Restait seulement la douleur, la solitude et la peur. Le point culminant de cette période fut le travail sur le documentaire Marlène de 1984, réalisé par Maximilien Schell. Un document unique de l'époque qui démontre clairement qu'elle était prisonnière de l'image qu'elle avait elle-même contribué à créer. Schell voulait faire un film sur elle. Marlène a accepté, mais a posé une condition qui aurait brisé n'importe quel autre réalisateur. « Vous ne me filmerez pas !» Elle a interdit de se montrer telle qu'elle était aujourd'hui. Pas une image, pas une seconde, tout le film et sa voix en hors-champ, superposée à de vieilles archives. Et dans ce commentaire audio, une véritable guerre se déroule.
Shell tente de percer la carapace, pose des questions gênantes sur le passé, sur les sentiments. Marlène riposte. Elle crie, elle ment, elle le coupe. Elle réalise un film sur elle-même sans quitter son appartement. À un moment, elle hurle à Shell « J'ai été photographiée à mort !» Dans cette phrase réside la clé de tout. Elle sentait que son image avait été capturée, fixée et reproduite à tel point que l'original était devenu simplement un appendice inutile. Elle protégeait ses photos de toute comparaison avec l'original. Les relations les plus tragiques dans ce sarcophage se déroulaient entre Marlène et sa fille Maria Riva. Maria était la seule à qui il était parfois permis d'entrer dans le sein des saints. Mais Marlène ne voyait pas en elle une fille. Elle voyait en elle une employée de sa corporation. Allongée dans son lit, Marlène critiquait l'apparence de sa fille. « Tu as l'air horrible. Pourquoi n'es-tu pas maquillée ? Tu me fais honte. » Pensez à l'ironie monstrueuse. Une femme qui pourrit vivante réprimande sa fille, saine et active parce qu'elle n'est pas assez glamour. Marlène jalousait sa fille pour sa vie. Maria était vivante, elle marchait dans les rues, elle vieillissait naturellement. Marlène détestait ce vieillissement naturel chez les autres, car cela lui rappelait ce qu'elle avait perdu. Elle était devenue un tyran. Elle exigeait une attention constante, mais repoussait toute chaleur. L'amour implique la proximité, et la proximité implique que quelqu'un verra vos défauts. C'est pourquoi Marlène a remplacé l'amour par le contrôle. Elle contrôlait sa fille, contrôlait la mémoire d'elle-même, contrôlait, pensait-elle, la politique mondiale par téléphone. C'était l'enfer du perfectionniste. Elle savait qu'elle mourrait. Les reins lâchaient, le corps se couvrait d'escarres, mais elle interdisait d'appeler les médecins. Une hospitalisation signifierait qu'on la sortirait de l'appartement sur une civière. Les paparazzis la photographieraient. Le monde verrait une vieille femme impuissante. On me sortira d'ici seulement les pieds de devant, dans un cercueil fermé, avait-elle décidé. Et elle a tenu parole. Le 6 mai 1992, Marlène Dietrich est morte. La version officielle, insuffisance rénale. La version non officielle, mais largement discutée, overdose de somnifères. Peut-être était-ce son dernier acte de mise en scène. Elle a senti que ses forces s'épuisaient, qu'elle pouvait perdre le contrôle de son esprit et devenir un légume. Et une déesse ne peut pas être un légume. Alors elle a elle-même commandé « Stop, c'est dans la boîte ». Quand le cercueil a été sorti de l'appartement sur l'avenue Montaigne, il était recouvert du drapeau français et dessus reposait une brassée de simples fleurs des champs. Le corps était caché. Personne n'a vu son visage. La foule dans la rue applaudissait la légende sans se douter de l'enfer que cette légende avait vécu pendant les 12 dernières années. Acte 3, le piratage du genre, costume masculin et piège de l'androgynie. Elle a triomphé. La réalité n'a jamais surpassé son mythe, car elle a tué la réalité avant qu'elle ne se montre au public. Mais à quel prix ? Le prix beau, c'est que Marlène, l'être humain, est morte dans une solitude totale, haïssant son corps, craignant la lumière et les gens. Elle a bâti un temple à sa beauté, y est entrée, a verrouillé la porte et jeté la clé par la fenêtre. Mais d'où vient cette volonté d'acier, masculine ? D'où vient ce besoin de tout contrôler, en réprimant sa féminité ? Pour comprendre cela, il faut remonter le temps, à l'époque de son apogée, et voir comment elle a piraté le code du genre. Pour comprendre comment une femme peut rester 12 ans dans le même lit, sans demander d'aide, il faut saisir la nature de l'armure qu'elle a portée toute sa vie. Et pour Marlène Dietrich, cette armure était taillée dans de la laine anglaise, selon les patrons d'un smoking masculin. Aujourd'hui, voir des femmes en pantalon est normal. Un code vestimentaire de bureau, une question de confort. Mais ce que Marlène a fait dans les années 30 n'était pas une mode, c'était une opération militaire. Un piratage précis et calculé de la matrice sociale. Revenons en 1930, première du film Maroc. Marlène apparaît à l'écran. Pas de robe à paillettes, pas de fourrure. Elle est en frac et haut de forme. Elle tient sa cigarette comme un docker, mais avec la grâce d'un aristocrate. Elle traverse la salle, aperçoit une belle femme à une table, se penche et l'embrasse sur les lèvres. La salle retient son souffle. À cet instant, bien avant la révolution sexuelle, Marlène Dietrich a fait plus qu'un simple scandale. Elle s'est approprié le regard masculin. Avant elle, la femme au cinéma était toujours un objet. On la regardait, on la désirait, on la choisissait. Marlène a renversé la table. En portant un pantalon, elle a déclaré « Je ne suis pas celle qu'on regarde, je suis celle qui regarde. Je ne suis pas celle qu'on choisit, je choisis. » C'est ça le piratage du genre. Elle a compris que dans un monde patriarcal, tout le pouvoir, toute la liberté et surtout toute la sécurité appartiennent aux hommes. Et au lieu de lutter pour les droits des femmes de manière traditionnelle, elle a simplement franchi la frontière et est devenue un homme aux yeux de la société, tout en conservant une beauté féminine hypnotique. Mais ce tour avait un double fond, et c'est là que commence la tragédie. Marlène n'a pas utilisé le costume masculin pour cacher son corps, mais pour créer une illusion optique parfaite.
Souvenez-vous de la pomme de terre. Marlène a toujours trouvé ses hanches de trop larges, trop allemandes. La coupe masculine des pantalons à taille haute et jambes larges masquait parfaitement ce défaut, allongeant la silhouette, la rendant infinie. Elle a utilisé les vêtements comme une construction architecturale cachant la vraie femme à l'intérieur d'un cadre d'acier de style. En 1933, ce cadre a été mis à l'épreuve. Marlène est arrivée à Paris. Le préfet de police, informé de sa visite, a publiquement déclaré que si Madame Dietrich apparaissait dans les rues de Paris en pantalon masculin, elle serait immédiatement arrêtée pour atteinte à la morale publique. Que ferait une star ordinaire? Elle mettrait une jupe pour éviter le scandale. Que fit Marlène? Elle descendit du train à la gare du Nord en costume masculin de tweed, manteau à coupe masculine, cravate et béret. Elle traversa la foule de policiers, les regardant droit dans les yeux avec un calme glacial, et personne n'osa la toucher. Ce jour-là, elle a prouvé « les règles sont faites pour les femmes ». Mais Marlène Dietrich n'est pas une femme. Elle est autre chose, elle est le troisième sexe. Elle a elle-même cultivé ce mythe. « Dans l'âme, je suis un gentleman », aimait-elle répéter. Et ce n'était pas de la coquetterie. C'était sa protection psychologique contre la vulnérabilité. Un gentleman ne pleure pas. Un gentleman tient parole. Un gentleman protège, il ne cherche pas protection. En endossant le rôle d'un homme, elle est tombée dans le piège qu'elle avait elle-même tendu. Elle est devenue l'homme que toutes les femmes voulaient et la femme que tous les hommes désiraient. Mais qui était-elle pour elle-même? Cette image a créé autour d'elle un vide. Les hommes la craignaient. Comment courtiser une femme qui porte le smoking mieux que vous? Comment protéger une femme qui, d'un regard, peut remettre à sa place un chef de police? Elle castrait les hommes par son image. À ses côtés, il se sentait sans faible, imparfait. C'est pourquoi sa vie personnelle est devenue une suite d'unions étranges, souvent asexuées. Elle ne cherchait pas une épaule forte, car l'épaule forte, c'était elle. L'androgynie est devenue sa malédiction. Elle lui a donné la liberté des normes sociales, mais lui a retiré le droit à la faiblesse. Une femme ordinaire peut se permettre d'être fatiguée, peut se permettre de s'appuyer sur quelqu'un. Le gentleman, Marlène Dietrich, n'avait pas ce droit. Elle devait toujours mener la danse. Ce contrat visuel avec le public, je suis toujours libre, je suis toujours au-dessus, exigeait un entretien constant. Elle ne pouvait pas simplement retirer le costume le soir et redevenir une femme faible. Le masque s'était collé à son visage. Elle a commencé à traiter les émotions comme elle traitait les vêtements, de manière pragmatique et masculine. Le sexe, c'est juste de l'hygiène ou du sport. L'amour, c'est un partenariat et de la loyauté, comme dans l'armée. La jalousie, c'est pour les faibles. Elle a créé le concept de coolitude bien avant James Dean et les rockstars. Mais coolitude signifie froid. Pour maintenir ce degré de coolitude, elle a dû geler son cœur, regarder ses photos en pantalon, mains dans les poches, jambes croisées, regard vers l'horizon. Elle est autosuffisante. Elle n'a besoin de personne. Et le monde y a cru. Le monde a cru que Marlène Dietrich n'avait pas besoin de chaleur. Et le monde a cessé de lui en donner. Quand elle défilait sur le tapis rouge dans son frac, elle était la femme la plus désirée de la planète. Mais quand elle arrivait dans une chambre d'hôtel vide et retirait ce frac, elle restait seule avec cette Maria qui voulait juste être aimée non pour son style, mais pour ce qu'elle était. Mais personne ne voyait Maria, tout le monde ne voyait que le frac. Et peut-être que la conséquence la plus terrible de ce piratage du genre s'est manifestée dans sa vieillesse. Vous vous souvenez pourquoi elle s'est isolée? Parce qu'un vieil homme peut avoir l'air digne. Un vieux dandy inspire le respect. Mais une vieille déesse androgyne, c'est une tragédie. Son image reposait sur une ligne de silhouette parfaite, vibrante, sur le contraste entre les vêtements masculins et la fraîcheur féminine du visage. Quand le visage s'est fané et que le corps a perdu sa sveltesse, le contraste a disparu. Il ne resterait qu'une vieille femme en vêtements masculins. Cela aurait été pitoyable. Et Marlène Dietrich aurait plutôt préféré mourir que d'inspirer la pitié. Elle est devenue prisonnière de cette force, de cette liberté qu'elle avait volée aux hommes. Elle a appris à être libre, mais a oublié comment être heureuse. Acte 4, guerre et monument moral, capsule de cyanure. Mais ce noyau masculin a joué un rôle crucial bien au-delà de la mode. Quand le monde s'effondre, quand le mal absolu prend le pouvoir dans son pays natal, c'est cet acier intérieur qui lui permet de faire ce que beaucoup d'hommes n'osent pas. Si le costume est son armure, la guerre devient sa croisade. Et c'est ici, dans la boue des Ardennes et les ruines de Berlin, que le paradoxe de Marlène se forme pleinement. Plus elle monte sur le piédestal de l'autorité morale, plus le fossé entre elle et le reste de l'humanité se creuse. De nombreuses stars hollywoodiennes participent à la guerre. Elles vendent des obligations, posent devant des avions, visitent des hôpitaux. C'est du marketing patriotique.
Mais ce que Marlène Dietrich fait dépasse le cadre du marketing. C'est personnel, presque une rédemption suicidaire. En 1936, des émissaires de Goebbels viennent la voir. Le Troisième Reich a besoin d'un visage. Et celui de Marlène, parfaitement arien, froid, majestueux, convient à merveille. On lui offre tout, un retour triomphal à Berlin, le droit de choisir ses réalisateurs, ses scénarios, ses partenaires, et, selon les rumeurs, un chèque en blanc où elle peut inscrire n'importe quelle somme. Elle doit devenir la reine du cinéma allemand. Mais elle refuse. Et ce refus n'est pas seulement dicté par la politique, il est dicté par l'esthétique. Pour Marlène Dietrich, le nazisme est avant tout vulgaire. Les bottes martelantes, les cris hystériques du Führer, le mauvais goût des épouses de l'élite nazie, tout cela offense son sens du beau. Elle est snob dans le sens le plus noble du terme. Le mal ne peut être beau, donc il n'a pas sa place dans son univers. Mais refuser ne suffit pas. Elle fait un geste que beaucoup en Allemagne ne lui pardonnent jamais. Elle n'émigre pas seulement. Elle change de nationalité pour devenir américaine et revêt l'uniforme de l'armée ennemie. Pour une Allemande dans les années 40, c'est comme exécuter ses ancêtres de ses propres mains. Marlène part au front, pas dans des bases sûres à l'arrière, elle va là où ça tire. Son dossier militaire contient des faits qui ressemblent à un scénario de film d'action, mais c'est une réalité documentée. Elle passe 1 an et demi en première ligne, plus longtemps que n'importe quel autre artiste. Elle est en Algérie, en Italie, en France, en Allemagne. La réalité de la guerre pour Dietrich est loin du glamour. Imaginez une femme qui se fait arracher des dents pour ses pommettes et passe des heures à se coiffer, dormant maintenant sur le sol gelé, enveloppée dans un manteau militaire. Il n'y a pas d'eau, elle se lave avec de la neige fondue dans son propre casque. Elle souffre de poux, elle a une pneumonie. Ici, en guerre, son éducation prussienne et cette discipline intérieure dont nous avons parlé plus tôt trouvent leur application idéale. Il s'avère que la déesse de l'écran est le soldat parfait. Elle ne se plaint jamais. Les soldats se souviennent comment elle tenait la main de jeunes mourants dans les hôpitaux de campagne jusqu'à ce que leurs yeux se voilent. Elle ne joue pas un rôle, elle travaille. Le moment le plus terrifiant survient lors de la bataille des Ardennes. La ligne de front est instable et il y a un risque réel qu'elle soit capturée par les SS. Marlène sait ce que les nazis feraient d'elle, la principale traîtresse du Reich. Ce ne serait pas simplement une exécution, ce serait une humiliation publique. Que fait Marlène ? Elle porte un pistolet ? Non, elle porte une capsule de cyanure. Dans un médaillon autour de son cou, elle prend une décision ferme. Si l'ennemi perce, elle ne leur donnera pas le plaisir de l'avoir capturé. Elle se tuera instantanément. Et c'est sa liberté. La liberté de choix. Pensez à l'état psychologique d'une personne qui monte chaque jour sur scène pour chanter, sentant le froid du poison sur sa peau. C'est le point culminant de la tension. C'est vivre sur le fil du rasoir. Et, étrangement, Marlène en jouit. La guerre lui donne ce que Hollywood ne peut pas lui offrir, un sens de la réalité et une clarté absolue, cristalline, de l'objectif. Ici, il n'y a pas de faux semblants. Ici, il n'y a que la vie et la mort. Mais la guerre se termine, et la rétribution commence. Marlène revient en Amérique en héroïne. Elle reçoit la médaille de la liberté, la plus haute distinction pour les civils. Les généraux lui baissent de les mains, mais en elle, un trou noir s'est formé. Elle a perdu sa patrie, pas au sens géographique, mais au sens existentiel. Quand en 1960, elle décide de se rendre en République fédérale d'Allemagne et à Berlin-Ouest pour des concerts, elle espère peut-être, sinon le pardon, du moins la compréhension. Elle pense que les Allemands ont réalisé l'horreur du nazisme et verront en elle le symbole de l'autre Allemagne, la vraie. La réalité la frappe de plein fouet. À Düsseldorf, une jeune fille lui crache dessus. Les affiches dans les rues disent « Marlène, rentre chez toi ». Les journaux la qualifient de traîtresse à la patrie. Lors d'une représentation à Berlin, quelqu'un jette un œuf sur scène et il s'écrase à ses pieds. Elle se tient sur scène, dans sa robe illusion scintillante, et regarde une salle pleine de haine. Ces mêmes personnes, pour la libération desquelles elle a gelé ses pieds dans les tranchées, la méprisent maintenant. À ce moment-là, quelque chose en elle se brise définitivement. Elle comprend, elle n'a plus de maison. L'Amérique n'est qu'un lieu de travail. L'Allemagne est devenue l'ennemi. Paris est un territoire neutre. Elle devient cosmopolite malgré elle, une éternelle errante sans racines. Son antinazisme, sa position morale irréprochable la transforment en monolithe, en monument. Mais les monuments sont froids, les monuments sont solitaires. Sa fille Maria se souvient d'un épisode effrayant de cette époque. Marlène dit souvent « Nous, les soldats, elle ne se distingue pas de l'armée. Elle continue à vivre selon les lois du temps de guerre dans une vie paisible. Elle exige des autres la même abnégation, la même dureté, le même mépris pour la faiblesse. Mais le monde autour est déjà différent.
Le monde veut se détendre, oublier la guerre, vivre dans le confort, et Marlène méprise le confort. Elle est devenue un reproche vivant. À ses côtés, les gens se sentent petits, lâches, pas assez héroïques. Sa supériorité morale est devenue un mur, la séparant des relations humaines simples. Comment peut-on simplement être ami avec une femme qui porte du cyanure autour du cou et regarde Hitler en face? De quoi parler avec elle? Du temps qu'il fait? Des prix des produits? Tous les sujets quotidiens semblent insignifiants à côté d'elle. Elle s'est elle-même poussée au sommet. Devenue symbole de liberté, elle a perdu la liberté d'être une personne ordinaire. Un héros n'a pas le droit à l'erreur, à la faiblesse, au bonheur banal. Acte 5. Anarchie sexuelle et Marie-alibi. Et cela nous amène au dernier aspect, le plus intime et le plus destructeur de son invention. Comment cette grande femme soldat a tenté d'aimer. Ou plutôt, comment elle a essayé de remplacer l'amour par autre chose, car le véritable amour était trop dangereux pour elle. Pourquoi tant de célébrités dans son lit? Mais elle s'endormait toujours seule. Nous arrivons à la partie la plus secrète et en même temps la plus discutée de son invention. Si auparavant nous avons parlé de la façon dont Marlène a construit son corps et sa position civique, ici nous devons dévoiler le mécanisme de son cœur. Tout le monde dit Marlène Dietrich, une classique femme fatale dévoreuse d'hommes qui changeait d'amant comme de gants par débauche ou à la recherche de l'unique. En réalité, Marlène Dietrich était une anarchiste sexuelle. Elle ne cherchait pas de moitié. Elle vivait dans une dimension où le genre n'avait pas d'importance et le mariage n'était qu'un paravent juridique. Elle fut la première femme de l'histoire d'Hollywood à se comporter comme un homme blanc, riche et puissant. Dans les années 30, à Hollywood, il existait un club secret dont on murmurait seulement derrière des portes closes. On l'appelait le cercle de couture. C'était un nom de code pour une communauté de femmes influentes, actrices, écrivaines, artistes, qui aimaient les femmes. Et Marlène en était, sinon la présidente, du moins la commandante honorifique. Pour elle, les relations avec les femmes n'étaient pas juste une expérience ou un hommage à la mode berlinoise des années 20. C'était la continuation de sa philosophie de liberté absolue. Le sexe avec une femme était bien meilleur, mais vivre avec elle est impossible. A-t-elle lâché un jour? Cette phrase révèle la mécanique cynique mais honnête de ses sentiments. Avec les femmes, elle trouvait une sensualité et une compréhension que les hommes n'avaient pas, mais elle refusait catégoriquement de tomber dans une dépendance émotionnelle envers qui que ce soit. Son histoire d'amour, la plus retentissante et dramatique avec une femme, fut sa liaison avec Mercedes de Acosta, une poétesse et scénariste célèbre qui était la principale lesbienne déclarée d'Hollywood à l'époque. Mercedes était obsédée par Marlène. Elle l'inondait de fleurs, écrivait des lettres passionnées. Comment Marlène se comportait-elle comme une vraie célibataire? Elle acceptait l'adoration. Elle envoyait à Mercedes des bouquets de violettes, leur symbole secret. Elle était tendre, passionnée, mais dès que Mercedes commençait à exiger l'amour éternel et l'exclusivité, Marlène devenait froide. Il y a une histoire célèbre où Marlène, en retard pour une réunion, a simplement enjambé Mercedes, assise en pleurs sur le seuil de sa loge, et a lancé « Ne fais pas de scène, c'est vulgaire. Ce n'était pas de la cruauté pour la cruauté. C'était la défense de ses frontières. » Marlène Dietrich a créé le mythe de la femme sans attache. Elle ne pouvait pas se permettre de s'empêtrer dans la toile collante des émotions des autres. Elle était prête à offrir du plaisir, de l'argent, de la protection, mais pas sa liberté. Ses relations avec les femmes étaient une zone d'anarchie totale. Ici, les règles patriarcales ne fonctionnaient pas. Parmi ses passions, confirmées ou existant au niveau de rumeurs très fortes, on cite Édith Piaf, Claudette Colbert et même, selon certaines versions, sa principale rivale, Greta Garbo. Avec Édith Piaf, elle partageait plus que de l'amitié. Marlène était pour le moineau une mentor, une protectrice, presque une figure maternelle mais avec un sous-texte érotique évident. Elle offrait à Piaf des bijoux, la célèbre croix en or avec des émeraudes, lui apprenait à s'habiller, la sortait de ses dépressions. Ici, Marlène jouait encore le rôle masculin. Elle était Pygmalion, mécène, épaule forte. Elle aimait dominer, aimait être celle dont on dépend. Mais comment cette liberté arc-en-ciel se combinait-elle avec sa légion d'amants masculins? Éric Maria Remarque, Jean Gabin, Ernest Hemingway, Yul Brynner. La liste ressemble à une encyclopédie de testostérone. Mais la vérité, c'est que Marlène utilisait les hommes comme les hommes ont utilisé les femmes pendant des siècles. Pour le statut, pour le divertissement, pour confirmer son pouvoir. Prenez sa romance avec Remarque. L'écrivain déversait son âme dans des lettres qui sont devenues plus tard des classiques de la littérature. « Dis-moi que tu m'aimes ». Et que faisait Marlène? Elle lisait ses lettres à ses autres amantes et amants au petit déjeuner, riant de leur sentimentalité. C'est choquant. Mais cela prouve
Pour elle, les sentiments étaient du matériel. Elle collectionnait les génies. Elle était flattée que les plus grands esprits de l'époque deviennent fous d'elle, mais elle restait elle-même observatrice. Elle était comme une touriste dans le pays de la douleur des autres. Elle regardait, photographiait, mais ne restait jamais y vivre. Et la romance avec Jean Gabin, c'était une bataille de deux mâles alpha. Gabin voulait une femme normale. Marlène a essayé de jouer ce rôle, les histoires célèbres sur la façon dont elle lavait les sols et faisait de la soupe, mais cela n'a pas duré longtemps. Dès que Gabin a essayé de l'enfermer dans la cage du foyer familial, elle s'est rebellée. Elle ne pouvait appartenir à une seule personne. Cela violait son contrat visuel avec le monde entier. Une déesse appartient à tous, donc à personne. Et là, nous arrivons à la solution d'ingénierie géniale qui a permis à toute cette construction de flotter pendant un demi-siècle. Le nom de cette solution, Rudolf Sieber, son mari. Ils se sont mariés en 1923 et n'ont pas divorcé jusqu'à sa mort en 1976. Pourtant, ils n'ont pas vécu ensemble pendant des décennies. Rudolf avait une femme permanente, Tamara, avec qui il vivait en fait en union libre. Marlène non seulement le savait, mais elle était amie avec Tamara, les soutenait tous deux, leur écrivait des lettres pleines de sollicitude. Pourquoi? Était-ce de la sainteté? Non, c'était un calcul cynique et brillant. Le mari était son bouclier vivant. Quand un amant, remarque Gabin ou quelqu'un du cercle de couture, commençait à exiger le mariage, des engagements, un déménagement, Marlène faisait une mine triste et disait « Oh mon amour, je te donnerai tout, mais tu sais bien, j'ai Rudy. » Il est catholique, ou il est malade, ou il ne donnera pas le divorce. Je ne peux pas abandonner mon pauvre mari. Le mari était son alibi. Il était le garant de sa liberté. Tant qu'elle était mariée à un fantôme, elle était invulnérable aux engagements réels. C'était la liberté à l'état pur, mais une liberté glaciale. Elle avait construit sa vie de manière à ne jamais se retrouver dans la position d'une abandonnée. Elle partait toujours la première, ou elle faisait en sorte qu'on la quitte, mais selon ses règles. Marlène Dietrich a prouvé qu'une femme peut vivre en dehors des règles, elle peut coucher avec qui elle veut, hommes ou femmes, peut porter un smoking, peut rejeter les dictateurs. Mais cette médaille avait un revers. La liberté sans attache signifie qu'au final, il ne reste personne pour te considérer comme sien. Les amants partaient, fondèrent des familles, avaient des enfants, vieillissaient avec quelqu'un. Les femmes du cercle de couture trouvaient des partenaires stables. Et Marlène restait seule, éternelle vagabonde de luxe. Dans ces dernières années, dans ce même lit sur l'avenue Montaigne, elle s'est entourée de photographies, des centaines de portraits, Hemingway, Remarque, Piaf, Gabin, tous étaient à la mort. Elle les avait tous survécus. Elle regardait ces visages et peut-être comprenait-elle qu'elle avait gagné la guerre pour l'indépendance, mais perdu la bataille pour la chaleur. Elle était libre, absolument, stérilement libre. Personne ne pouvait lui dicter quoi que ce soit. Personne ne pouvait lui faire du mal. Mais personne ne pouvait non plus la réchauffer. Elle a créé l'image d'une femme qui n'a besoin de personne. Et l'univers, avec un sens de l'humour cruel, a exaucé son souhait. À la fin du chemin, elle n'avait vraiment besoin de personne, mais elle n'était nécessaire à personne non plus, sauf aux historiens du cinéma. Le mythe de la femme sans attache s'est avéré être un piège, parce que l'humain est un être social. Nous nous définissons à travers nos attaches. En y renonçant pour préserver son image, Marlène Dietrich a progressivement effacé sa propre personne, se transformant en une magnifique mais froide hologramme. Nous voilà face à un mécanisme démonté. On a commencé par se demander comment une femme, devenue symbole de liberté, s'est retrouvée en prison. Maintenant, vous connaissez la réponse. Cette prison n'a pas été construite par les nazis, ni par les producteurs d'Hollywood, ni par des amants délaissés. Marlène Dietrich l'a bâtie elle-même, brique par brique, avec sa propre discipline, son perfectionnisme et sa peur d'être ordinaire. Elle a passé sa vie à prouver que Marlène n'était pas une femme de chair et de sang, mais une idée. Une idée ne transpire pas, ne vieillit pas, ne pleure pas, et n'a pas besoin de chaleur. Une idée est parfaite. Mais le problème, c'est que les idées ne savent pas vivre. C'est là la plus grande ironie de son destin. Elle a gagné sa guerre, elle a vraiment vaincu le temps. Regardez n'importe lequel de ses portraits aujourd'hui. Des décennies après sa mort, vous n'y voyez pas une vieille femme décrépite, s'éteignant dans l'oubli de l'avenue Montaigne. Vous voyez une déesse éternelle, rayonnante, inaccessible. Elle a trompé la mort, remplaçant son corps par une légende. Mais le prix qu'elle a payé pour ce tour de passe-passe, c'est le renoncement à tout ce qui est humain. Elle a arraché ses dents pour ses pommettes, gelé son cœur pour le style et s'est emmurée vivante pour une jeunesse éternelle. L'histoire de Marlène Dietrich n'est pas un conte de Cendrillon, c'est un avertissement. C'est l'histoire de ce qui arrive quand vous laissez votre avatar, votre image sur les réseaux sociaux, votre meilleure version, vous engloutir complètement.
quand le désir de paraître l'emporte sur le besoin d'être. Elle est partie, nous laissant une façade impeccable. Mais désormais, quand vous regarderez ces films ou ces photos en smoking, vous saurez ce qui se cache derrière ce regard en coin. Vous verrez non seulement l'éclat de la poussière dorée sur ses cheveux, mais aussi le ruban tendu sous la perruque, tirant sa peau jusqu'à la douleur. Et peut-être que cette douleur la rendra pour vous non seulement une icône, mais une personne vivante, que personne n'a jamais vraiment connue. Mais si vous pensez que Marlène Dietrich était la seule victime du broyeur hollywoodien, vous vous trompez lourdement. Son histoire est un exemple de force brutale quand une femme devient elle-même la tyran de son corps. Marlène s'est enfermée entre quatre murs, terrifiée à l'idée que le monde la voit vieille. Elle est devenue prisonnière de sa propre vanité. Mais à Hollywood, il y avait une autre déesse, la principale rivale de Marlène, une femme qui a accompli ce que Dietrich n'a jamais pu faire. Elle a quitté la scène au sommet de sa gloire, à 36 ans. Elle aussi a choisi la réclusion. Elle aussi cachait son visage. Mais si pour Marlène, la solitude était une torture, pour elle, c'était la forme ultime de liberté. Pourquoi l'une est-elle morte dans la souffrance, essayant de maintenir l'illusion, tandis que l'autre a trouvé la paix, simplement en disant au monde « Laissez-moi tranquille ». C'est l'histoire de savoir partir à temps de la scène pour ne pas en être chassé. Vous voulez connaître le secret de la Reine des Neiges d'Hollywood ? Écrivez-moi et je vous raconterai l'histoire de Greta Garbo. À bientôt là-bas.